que j'ai reçu l'invitation de participer à ce colloque, je préparais mon déménagement. Passé le choc et l'accès de panique causé par cette offre, aussitôt tempéré par l'assurance que mon statut de non-universitaire jouait pour une fois en ma faveur, je me suis mis à la recherche des textes d'André en ma possession. Et, surprise que vous réserve parfois l'inconscient, voilà que je repère la boîte sur le flanc de laquelle j'ai inscrit « Livre », Pasolini, Roy, etc. Au départ, j'avais jeté mon dévolu sur son dernier recueil « Comment allons-nous dorénavant écrire aux herbes rouges ». Ce choix recelait quelques avantages non négligeables. Il était encore frais à ma mémoire. Il représente, à mon avis, une somme poétique de notre ami. Il est caractérisé par une vigueur associée usuellement à un jeune auteur. Il figure parmi les meilleurs que j'ai lus depuis longtemps et, compte tenu de la dédicace, il constitue une occasion irrésistible et en prime irrépréhensible de parler de moi. Car en effet, André a eu la délicatesse, la générosité de me le dédier. Cette attention traduit la qualité de notre relation, faite d'un gai mélange de complicité et de respect du travail de son vis-à-vis. Pour dire toute la vérité, la profondeur des sentiments qui me lient à un auteur, à une autrice, est proportionnelle à l'estime que je nourris pour sa production littéraire. Je ne pourrais me déclarer ami d'un écrivain que je juge moins qu'excellent. Je me plais à croire qu'André peut affirmer la même chose. Conscient que ce colloque propose à juste titre de nombreuses interventions savantes, je vais donc m'offrir le luxe d'une escapade plus personnelle. Si vous le voulez bien, remontons le cours des années jusqu'à mon premier contact avec l'homme en question. J'ai eu le privilège de rencontrer André Roy aux alentours de 1995. Je fréquentais, comme lui, le lieu par excellence où conglomère, comme vous vous en doutez, tout ce que Montréal compte d'écrivains chevronnés, d'autrices reconnues, d'intellectuels patentés et tourmentés. Vous avez deviné que je parle d'un gym. La cité, pour être précis. Blague à part, il s'agit bel et bien du site de notre rencontre et des quelques occasions qui se sont offertes à nous, sinon de fraterniser, de nous apprivoiser un brin. Il n'en demeure pas moins qu'à mon avis, ce jeu du hasard traduit de façon aussi brève qu'éloquente le rapport presque apologique que notre poète et critique entretient avec le corps. Quiconque lit la poésie d'André ne peut s'empêcher de remarquer à quel point l'enveloppe de chair qui circonscrit l'ensemble des sensations qui nous animent, sans oublier les muscles, les nerfs, les humeurs, les organes et tout le Bataclan que certains d'entre nous s'entêtent à parfaire dans un centre sportif, irradie son œuvre. La fréquentation de cette usine de biceps et d'abdos, en plus de nous rapprocher, illustre au moins deux vérités. 1. Ce culte du corps représente un point qu'André et moi avons en commun et 2. Peu importe l'effort que j'y mettrai, j'ai bien peur que je ne puisse pas résister à la tentation de parler de moi. Je vais tenter de me raisonner, mais il me faut avouer que je le veuille ou non, les observations que je m'apprête à partager avec vous sont de nature subjective. Je prête à André Roy certains traits de caractère qui, il me semble, sont également les miens. Cette table étant mise, réglons le cas de la vanité. Elle est terrible. Si entière, si intense, qu'elle incite notre écrivain à publier des livres, malgré les doutes qui le tenaillent le plus secrètement du monde, car il est un poète, et les mots ont le pouvoir de le terrifier. Ils le font par l'entremise de l'immensité angoissante qu'il recèle, par la profondeur inouïe dans laquelle il plonge celui qui se met en tête de les sonder et d'en explorer les anfractuosités. Il le pousse, du moins dans le cas qui nous occupe, à privilégier un vocabulaire balisé par les obsessions qui l'habitent, qui meublent ses jours et, par-dessus tout, ses nuits. Je ne suis pas un linguiste versé en lemmatisation,
mais pour avoir eu entre les mains un nombre appréciable de recueils, je peux affirmer, sans grand danger d'être contredit, que l'une des sources d'émerveillement résultant de la lecture de la poésie d'André Roy est l'effet d'étonnement causé par l'agencement inusité, original et, pardonnez-moi l'adverbe, violemment évocateur, puisé d'un lexique limité, si on le compare à ceux de la majorité de ses collègues. Je sais que Kevin n'est pas d'accord, mais c'est correct. Visiter un texte d'André, c'est également redécouvrir la langue française et explorer ses possibilités infinies, peu importe l'étendue du territoire langagier. Avec lui, chaque vocable savamment choisi représente un vaste réservoir de sens et de combinaisons imaginables. De surcroît, à mesure que vous vous immergez dans les mots de l'auteur, s'infiltre la certitude que la raison d'être des écrits sous vos yeux n'est ni le désir d'apporter un témoignage, ni celui d'épater la galerie, et encore moins de distribuer des leçons de bien-être, de mal-être et de tout ce qui se trouve entre les deux. Non, le seul sujet, et pourquoi pas l'objet également, voire la réelle interlocutrice de la poésie d'André Roy, est la langue française, et nous, pauvres lecteurs, ne sommes rien de plus, rien de moins que les spectateurs privilégiés de cet échange hypnotique entre un idiome et son adorateur. À la limite, pouvons-nous tenter de revêtir les habits d'un interprète de son œuvre. Mais cet échange, pour atteindre sa pleine puissance, nécessite une famille de liants qui comprend, hormis le brio des formules et des combinaisons de mots, la trouvaille de sens inusités. Ils sont composés avec un tel art que ces nouvelles formules nous semblent l'évidence même, voire être si naturelles que nous en venons à croire que nous redécouvrons des amalgames que nous avions négligemment effacés de notre mémoire. Sans cette damnée vanité qui l'afflige, André Roy ne pourrait oser saisir la langue française ainsi, c'est-à-dire à bras-le-corps, et lui imposer une volonté propre à celui qui est, le temps d'un poème, convaincu d'avoir désespérément raison. Mais le travail de celui dont je suis l'ami enjambe, bien entendu, les frontières du corps et de l'outrecuidance, et il investit le champ de la revendication, une démarche nourrie par les mouvements queer avant l'heure de l'époque, qui reprenaient comme un écho les émeutes de Stonewall en 1969 et nous interdisait de les oublier. Une action fouettée, dynamisée par ce qu'André a lui-même baptisé la grande maladie, celle qui a décimé les rangs de la communauté homosexuelle des années 1980 et 1990. Je crois que c'est cette urgence, alimentée par la quasi-certitude de compter éventuellement parmi les victimes du sida, un sentiment qui tourmentait l'ensemble de la queeritude d'alors, qui lui a insufflé le courage de traduire sans tergiverser une réalité nettement gaie, sans concession aucune, et qui lui a donné la détermination de se saisir de la parole sans ménager les lecteurs étrangers à cette réalité. André Roy, en plus de servir la langue, s'adressait à ses compagnons d'armes, puisqu'il s'agissait en effet d'une âpre bataille livrée à deux ennemis intangibles, ou presque, le rétrovirus en question et une collectivité qui se réfugiait dans l'indifférence. Si le caractère cru de certains passages en a choqué plusieurs, elle a frappé droit au ventre ceux et celles pour qui cette hécatombe, à l'époque réservée en bonne partie à un segment particulier de la société, représentait une tragédie touchant à l'entièreté de notre monde, et au bout du compte, l'avenir leur aura donné raison. André Roy, qui ne me connaissait qu'en ma qualité de praticien d'une calisthénie carburant à l'orgueil et à la superficialité, m'avait toutefois influencé quand l'heure avait sonné, pour moi, d'oser un roman. Son écriture, bien sûr, y était pour beaucoup, mais sa présence dans le paysage, qu'il soit artistique ou sociopolitique, a agi comme véritable soutien aux efforts que j'ai déployés pour achever mon projet sans le dénaturer. Qu'André, en qualité de chroniqueur, a été le premier à s'intéresser à mon travail transcende les frontières de la cocasserie. La solidarité littéraire galvaniserait l'amitié qui, depuis, nous unit. La gratitude n'y compte pour rien, elle compose un ciment capricieux entre camarades et je suis beaucoup trop égocentrique pour la nourrir.
À partir de cette époque, une complicité s'est en effet nouée et elle s'est approfondie à la faveur de mon retour à Montréal. Au fil des conversations, nous allions nous découvrir des inclinations et des engouements communs, notamment pour les physiques harmonieux. La vanité n'est pas un attribut à sens unique. Pour ce que nous désignons en langue codée comme des exercices théologiques, et pour le cinéma des grands grammairiens, à commencer par Alfred Hitchcock. Lire un recueil signé André Roy, c'est également se mettre à l'affût des règles qui le structurent. Là, un agencement alphabétique, ailleurs la présence de ce que je me plais à appeler un vortex sémantique. Ces derniers donnent une valeur particulière à un ensemble de poèmes, tout en menaçant de les avaler, mais sans y parvenir grâce au savoir-faire de celui qui les a disséminés et calibrés. Ainsi, les textes d'André Roy sont expertement construits, comme le sont les chefs-d'œuvre du vieux Hitch, à commencer par Vertigo, qui évoque ces vortex dont je viens de parler, et Psycho, qui représente, à mon humble avis, le canevas grammatical le plus clair, le plus dénudé du grand réalisateur. Reste que lire les recueils d'André, c'est s'aventurer dans un film magnifiquement éclairé, mis en image, dialogué, monté, porteur d'une profusion libre de superfluité. Comme vous vous en doutez, cet amour du 7e art s'est également manifesté par ses nombreuses et, si vous me permettez, savantes collaborations de cinéphiles, notamment celles publiées dans 24 images. D'ailleurs, cette fréquentation du grand écran et la pratique de la poésie le rapprochent d'une des figures les plus connues de ce domaine, c'est-à-dire Pier Paolo Pasolini, figure qu'il a évoquée à plusieurs reprises au fil de son travail. La démarche pure et dure du célèbre Italien est comparable à celle de notre poète québécois, qui a fait preuve d'une intransigeance exemplaire, car il s'agit pour moi d'une vertu, depuis les débuts de sa carrière. Le fait que les livres d'André se soient retrouvés dans la même boîte que ceux écrits par le martyr d'Ostie représente donc un brillant hasard. André n'a jamais cédé aux modes littéraires, les défiant, mais malgré lui, porté par cette mystérieuse chimie qu'est l'inspiration. Cette opposition à ce que nous appelons l'ère du temps est d'autant plus remarquable qu'au moins deux faiblesses affligent mon ami, comme elles m'habitent également, celle dont j'ai parlé plus tôt, en l'occurrence la vanité, mais aussi sa jumelle, la soif de plaire. À ma connaissance, il a su résister à la tentation de publier ou de dire ce qui est attendu et espéré de lui, ce qui peut expliquer en partie la raison pour laquelle ce poète et critique qui œuvre au Québec depuis une cinquantaine d'années brille par son absence dans les studios de radio et de télévision, de celle qui ne cessera jamais, j'ai bien peur, d'être une belle province. L'homme nous offre une écriture militante depuis le début, libre des contraintes qu'imposent les politiques culturelles ambiantes qui privilégient la prévisibilité des produits. Elle a été revendicatrice, se rebellant face aux dictats soft distillés par les institutions, queer avant son temps, c'est-à-dire en pleine décharge nationaliste, hédoniste quand triomphait l'ascétisme carabiné, sexuel alors que régnait la bonne nouvelle spiritualiste. Sa poésie s'est faite narrative et ample en période de mode télégraphique, ou carrément biographique, tel son recueil Les Espions de Dieu, quand sévit la bouderie postmoderne, caractérisée, il me semble, par le rejet du passé et par la fermeture à l'avenir. Ici également se croise notre souci de lutter contre l'amnésie ambiante par la dissémination, parfois implicite, souvent claire, de références littéraires et cinématographiques qui devraient nourrir le travail de tout écrivain. Dresser la liste des créateurs qui engraissent le corpus royen, pour ne pas dire royal, aurait occupé une bonne moitié de mon intervention, ce qui n'aurait peut-être pas été une mauvaise chose selon certaines langues fort méchantes. Ces recueils les plus récents, comme produits dans l'urgence, n'y vont pas par quatre chemins, et ils réunissent des élus si variés qu'ils évoquent un conclave d'où ne s'échappe qu'une fumée noire, celle qui caractérise l'insatisfaction pérenne du véritable artiste. S'en absentent, du moins en apparence selon plusieurs, les deux monuments poétiques qui m'ont inspiré le titre de mon texte. Je vais citer Alfred de Musset.
Mais certains hommes, à coup sûr malheureux, ne reculent ni ne chancellent, ne meurent ni n'oublient. Quand leur tour vient de toucher au malheur, autrement dit à la vérité, ils s'en approchent d'un pas ferme, étendent la main et, chose horrible, se prennent d'amour pour le noyer livide qu'ils ont senti au fond des eaux. Ils le saisissent, le palpent, l'étreignent, les voilà ivres du désir de connaître. Ils ne regardent plus les choses que pour voir à travers. Ils ne font plus que douter et tenter. Ils fouillent le monde comme des espions de Dieu. Leurs pensées s'aiguisent en flèches et il leur naît un lynx dans les entrailles. Cette citation, certes ampoulée, mais je n'ai rien contre l'ampoule si elle éclaire, n'entre nullement en conflit avec le labeur qu'André abat depuis plus de 50 ans, immanquablement insatisfait, inlassablement curieux, radicalement humaniste et sûrement profondément irrité par cette profusion d'adverbes. André, comme nous tous, est un être qui ne recule jamais devant les contradictions, pourvu qu'elles génèrent des élans de création. En guise de preuve, une pique de Rimbaud, que j'associe volontiers à notre ami. Musset est 14 fois exécrable pour nous, génération douloureuse et prise de vision. J'estime qu'André sait manœuvrer sur le territoire accidenté de la bonne poésie, et il s'exécute avec brio entre le débauché de Charleville et celui de Paris. Il le fait sans retenue, n'ayant pour critère déterminant que la qualité des œuvres dont il s'inspire. Les attributs moraux de l'un ou de l'autre ne lui importent nullement, ne compte que la pertinence de leur prise de parole. Sur les entrefaites, j'ai réalisé que Musset n'a eu qu'un ascendant négligeable sur le travail d'André, en admettant qu'il en ait eu un le moindrement. Ce que voyez-vous, j'ai triché. Soucieux de n'avancer que des arguments irréfutables, j'ai cru bon de vérifier auprès de mon précieux ami que je n'errais point. Verdict négatif, je me trompe. Mais trop fier d'avoir trouvé un titre séduisant à mon intervention, je me suis ingénié à pondre une explication acceptable et, ma foi, tout à fait crédible pour quelqu'un qui se passionne pour l'écriture. La poésie d'André Roy est si riche, si foisonnante, qu'elle inspire des interprétations qui peuvent franchir les limites de la vérité et entraîner son émetteur en territoire excentrique, y compris le principal intéressé. Je me console en songeant qu'André Roy a peut-être subi, sans même s'en rendre compte, l'influence évanescente de Musset. Mais peu importe, une poésie forte, vigoureusement inspirée, inspire à son tour. Au bout du compte, je juge que je m'en tire de façon honorable. Par conséquent, ma gratitude est acquise à mon ami, le 14 fois estimable poète André Roy, qui, par la rigueur qu'il met dans l'accomplissement de son travail, me pousse à approfondir les couches de la création littéraire, bien sûr, mais également les sources de ma réflexion. Merci.